Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de The Little Big Show. Aujourd'hui, j'enregistre cette intro à 6h du matin. Donc, je suis obligé de chuchoter. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce 13e épisode, on rencontre la directrice générale de Orange Réunion, Mireille Elou. Mireille est franco-libanaise. Elle a fait des études d'ingénieur. Et à 21 ans, elle est partie pour Paris et elle est rentrée en 2001 chez Orange. Elle nous explique son parcours, son enfance à Beyrouth, dans une ville qui a connu la guerre. Et on découvre tout simplement sa personnalité extrêmement sympathique. Mireille Elou dans The Little Big Show. C'est tout de suite. Bonne écoute. Donc le but, c'est de garder ce micro proche de nous. Et voilà, on peut commencer quand vous voulez. On commence. On commence ? Ouais. Mireille, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour Julien. Merci de nous recevoir. On est dans des locaux bien particuliers là aujourd'hui. Oui, c'est des locaux techniques. Ouais, ils ne sont pas autorisés d'habitude. Là, vous avez une autorisation spéciale. C'est la Little Big autorisation. Oui. Donc Mireille, vous êtes CEO, on dit, ou directrice générale de Orange. Oui, tout à fait. Pas de Orange Réunion Mayotte. Orange Réunion Mayotte, non pas encore de Orange Monde. Peut-être bientôt, j'espère. Ouais, qui sait. Et donc, je vous avais déjà contacté, mais vous avez été nominée aussi dans The Little Big Show par Laetitia Fraisse. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette personne ? Déjà, une autre femme chef d'entreprise, donc c'est quand même important, d'une entreprise qui est grande à l'échelle mondiale. Donc Total et Orange ont des affinités, ont des choses en commun. Et puis des parcours quand même qui se ressemblent parce qu'on est parti, on est revenu. Donc voilà, c'est ce que ça m'évoque. Puis quelqu'un de très intéressant, Laetitia. D'accord. Donc pour revenir un peu, on va prendre la machine à remonter le temps. Et moi, ce que j'ai compris déjà, c'est que vous êtes né au Liban. Tout à fait. Je suis née, j'ai grandi, j'ai fait mes études au Liban. Donc voilà. Je suis partie, j'avais 21 ans. C'était la première fois que je prenais l'avion. Pour atterrir à Paris. Et puis au Liban, sur les 21 ans que j'ai vécu au Liban, il y en avait presque 17 ans, c'était la guerre. Donc c'est un peu le Liban en guerre que j'ai connu. Du coup, à quoi ça ressemble dans les yeux d'une petite fille En fait, ça ressemble à la normalité, parce que quand on est presque né dedans, j'avais presque 5 ans quand ça a commencé. D'accord. Donc ça devient une normalité bizarre, mais quand on grandit avec, l'humain a une capacité d'adaptation qui est énorme. Ouais. Et donc, donc ça forge cette capacité d'adaptation, ça forge le fait que l'incertitude, on sait vivre avec, parce qu'on n'est pas certain de rien quand on est en guerre. Le changement, ça nous apprend à accepter le changement, parce que quand il faut changer de maison parce que on a eu quelque chose de grave dans la première, il faut le faire. Et du coup, ça vous est arrivé, vous avez dû... Oui, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé malheureusement, mais c'est que personne n'a été touché, c'est ça le plus important. Des contextes où mes parents nous ont protégés dans ce contexte-là, mais bon, moi j'en tire... Je ne sais pas si la fille qui a vécu la guerre et la femme que je suis aujourd'hui sont les mêmes. Pour moi, c'est deux phases différentes de ma vie. Donc voilà comment je vis les choses. Chacune a été structurante et a été importante dans la façon... m'a apporté quelque chose dans qui je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça vous aurait apporté du coup ? C'est ce que je dis, je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement, qui adore le changement, qui regarde le futur, qui vit dans le présent, qui ne regarde jamais derrière. Donc voilà, c'est un peu ça que ça m'a apporté. Jamais dans le rétro. Oui. et donc sur la culture libanaise qu'à La Réunion on connaît peut-être moins, mais vous êtes quand même la deuxième franco-libanaise qu'on interviewe. Le premier David Amioni, l'épisode numéro 3.
Parce que nous, on ne connaît pas, en fait. C'est quoi cette culture libanaise ? Alors, moi je trouve beaucoup de similitudes avec la Réunion parce que le Liban, c'est petit, même si ça reste plus grand que la Réunion. En nombre de personnes et puis en superficie. Je trouve que cet esprit un peu petit village où tout le monde l'a dit, l'a fait, tout le monde se mêle de tout. Ouais. On retrouve beaucoup ça au Liban, du moins le Liban que j'ai connu maintenant. Enfin, c'est un peu le Liban d'aujourd'hui est très différent de celui dans lequel j'ai grandi. D'accord. Donc voilà, c'est le côté famille, le côté grande famille, famille très élargie. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez similaires. Et puis, ce côté mer, parce que, le Liban, c'est quand même 220 km qui sont face à la mer, les montagnes, hein, on peut skier et il y a la neige. Ici, il y a le piton des neiges. Mais bon. Donc voilà, il y a des similitudes. Le côté de l'époque de mon enfance qui était plus vert, aujourd'hui c'est plus bétonné. D'accord. Voilà, donc ça c'est des choses. Le côté multiculturel, on parle de multiculturel ici. Au Liban, c'est multiconfessionnel. Hein, donc c'est un peu, il y a beaucoup de similitudes dans ces gens qui viennent qui pensent appartenir à des communautés différentes, mais qui vivent ensemble quand même. Et pour revenir à ce petit village, vous étiez dans une petite ville, Alors moi, mes parents sont du sud Liban, mais on a toujours habité dans la capitale, hein, donc dans Beyrouth. Et puis il y a un moment pendant la guerre où on a eu un obus dans l'appartement, donc on a dû partir. Donc là, on est parti vers des zones un peu plus protégées. Donc voilà, mais la notion de village n'est pas, c'est que, si je prends un exemple, quand je suis arrivée à Paris, moi j'étais habituée, quand on sort dans la rue, on dit bonjour à toutes les personnes qu'on croise dans la rue. Parce que potentiellement, même si on ne les connaît pas, c'est la politesse voudrait qu'on dise bonjour. D'accord. On arrive à Paris et on dit bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, c'est pas la même chose. Pourquoi tu me dis bonjour ? Voilà. Tout à fait, j'ai connu ça aussi. et donc le Liban, c'est quoi les activités d'une jeune fille au Liban Pendant la guerre, les activités sont très limitées. En fait, pendant... C'est en mode couvre-feu. Voilà, on va à l'école parce qu'on essaie d'aller quand même à l'école, mais pas tous les jours, parce que suivant la situation, on peut ou on peut pas. Moi, j'étais, au fait... là, on habitait, c'était... alors, vous savez, la guerre a divisé Beyrouth en Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est. Donc, j'habitais dans la partie Est de Beyrouth, mais mon école était dans la partie Ouest. Donc, il fallait traverser tous les jours à l'aller et au retour, avec tout ce que ça impliquait comme barrage. Donc, fouille des sacs, etc. Voilà, de contrôle, etc. Après, quand on a dit ça, donc, mes amis étaient... pas du bon côté, je ne pouvais pas les voir, puisque au fait, on habitait de deux côtés différentes. Donc, ça restreint. Donc, j'étais bonne élève, j'adorais les maths, donc je faisais beaucoup de mathématiques à mes heures perdues. Je jouais avec mes sœurs. Mes parents ont été très protecteurs pendant la guerre, donc un peu surprotecteurs, mais c'est aussi c'était leur rôle. Donc ils avaient peur qu'on sorte de la maison, donc ça crée d'autres activités qui sont très familiales et qui tournent autour beaucoup des études, des jeux d'enfants, voilà. Et du coup, votre environnement familial, vos parents, ils faisaient quoi Alors, mes parents, ma mère était enseignante. Elle enseignait dans l'école où j'étais, à l'école où j'étais. Elle enseignait l'arabe, la langue arabe. Et mon père était cadre à l'EDL, qui est l'équivalent d'EDF. D'accord. Et du coup, d'où vient le français ? Alors, le français, c'est la langue, c'est la première langue au Liban.
D'accord. Donc, j'ai déjà étudié dans une école française, hein, donc, mais c'est la première langue, c'est-à-dire dans le système libanais veut que quand on étudie la géographie, les maths et toutes les matières, on les étudie en français ou en D'accord. anglais, suivant le cursus qu'on suit. Et puis, on étudie l'arabe comme une langue. Donc, on fait la grammaire, etc. Mais c'est comme une langue. Donc dès le début, vous êtes Dès le début, bilingue. dès le plus petit âge. Donc, à la Dès la maison, vous rentrée. parlez arabe et... Oui, à la maison, on parle libanais. Donc, Libanais. oui. Puisque l'arabe écrit, c'est l'arabe littéraire. Et puis le libanais, c'est un dialecte de l'arabe qu'on parle. Comme une sorte de créole de l'arabe? Oui, un peu. On peut dire ça. Je sais pas. Et donc, vous avez devancé de mes questions. Vous étiez très bon élève. Oui. À l'école, Alors, est-ce que j'avais le pas choix? Je me ravageuse, demande, pas- avec le recul, je me demande si j'avais le choix de ne pas l'être. Comme ma mère enseignait à l'école où j'étais, elle avait toutes les infos avant que moi je savais. Donc, j'avais intérêt à être bonne élève. Et bon, c'était plutôt facile pour moi. C'était pas un effort pour moi. Et puis j'avais quelque part, je suis quelqu'un de très organisé depuis toute petite, Comment ça se fait? ça n'a jamais été un stress. D'accord. Et donc, des passions plutôt pour on va dire Les matières scientifiques. les matières scientifiques. Beaucoup. Et c'était un peu ma question. Vous passez dans une école ensuite, après les études supérieures, vous allez dans une école à Beyrouth d'ingénierie mécanique. Mhm. Alors, c'est pas Vous aussi étiez simple. la seule femme. Tout à fait. Alors, pour arriver, je sais pas à quel moment ça m'a pris de vouloir être ingénieur. Alors, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup la physique, donc ça donne des orientations. Moi, petite, on m'a jamais dit qu'il y avait des métiers de femmes et des métiers d'hommes, donc ça, c'était résolu. Donc, j'ai pas. Et au Liban, il est de bonnes choses. Alors, les parents projettent leurs enfants avocats, ingénieurs ou médecins. D'accord. Donc voilà, à l'époque, c'était un peu ça. Donc ma mère me projetait médecin. Et donc C'est j'ai une sorte d'ingénierie mécanique, mais du corps voilà, humain, en fait. du corps humain, tout à fait. Et donc, moi, je savais que je voulais être ingénieure. Ma mère me lance le défi de passer les 2 concours. J'ai eu les 2 concours et donc, il était très difficile d'avoir le concours de médecine, puisqu'il y avait des places limitées. Et donc ma mère était persuadée que je le prendrais, puisque en fait, Et donc là, quand je lui ai annoncé que non, c'était, je ne ferai pas médecine, je ferai ingénieur. Je n'ose pas vous raconter sa déception. Mais t'es sûre, etc. Bon. Donc j'ai choisi la filière ingénieur mécanique. Alors mécanique, pourquoi? Parce que j'aimais bien le côté physique, le côté construction. Donc voilà. Et puis je me projetais aussi dans l'aéronautique par la suite. Donc ça. Vous rêviez d'avion? Oui, j'ai beaucoup rêvé de voler. Et vous savez pourquoi, au fond de vous? Pourquoi je pense que... Rêve d'évasion, peut-être? Non, c'est la liberté. Je pense que à 3 ans, mes parents, j'étais avec mes parents et ils m'avaient emmené dans un endroit. Il y avait une manifestation à Beyrouth. C'était l'époque, la guerre n'avait pas commencé, mais il y avait quelques mouvements. Et donc, il y avait des gens dans la rue qui disaient liberté, liberté, indépendance, liberté, liberté. Et moi, à 3 ans, j'avais demandé c'est quoi. Donc, ils m'ont expliqué. Et depuis ce jour-là, à chaque fois que ma mère voulait me faire quelque chose, je disais eh ben non, je suis libre. Donc je pense qu'il y a un peu de ça dans vouloir voler peut-être. Et donc, mais je n'ai pas volé. Donc vous passez c'est une sorte de maîtrise, un master de... Non, c'est un diplôme d'ingénieur. Un diplôme d'ingénieur, un diplôme d'ingénieur. Donc c'est une école d'ingénieur, c'est l'école américaine de Beyrouth. Donc là aussi j'ai fait le choix après des études dans un cursus français de vouloir changer.
C'est aussi ça. J'aime bien tester de nouvelles choses. Donc, je suis rentrée et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix-là. Parce que la méthode et l'approche sont ce qu'on vit aujourd'hui en termes de test and learn et donc du trial and error. Donc on essaie les choses, on autorise l'erreur et on en apprend pour améliorer, pour faire autrement. Le cursus américain, on n'apprend pas les choses par cœur. On a une approche open book. Alors je ne sais plus maintenant, je suis plus à jour, donc je ne sais pas si c'est comme ça. À mon époque, ma sœur, quelques années plus tard, a fait des études d'ingénieur dans le cursus français. C'était complètement... Tableau. Voilà. Tableau noir. Pupitre et conférence. Donc là, on était plus dans on expérimentait les choses et ça me convenait super bien. Et donc, vous avez quand même 5 ans d'études. Et c'était quoi vous aviez quoi en tête? Toujours l'aéronautique? Oui, j'avais en tête toujours l'aéronautique. Et du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études dans la maintenance des avions, donc à la Middle East Airlines à Beyrouth. Donc là, j'ai vu les gros moteurs, les systèmes des avions, tout ce qu'il y a autour des avions. Et donc c'était une des raisons pourquoi je suis partie en France. Mon départ en France était pour continuer mes études dans l'aéronautique et puis ça s'est pas fait. Donc voilà. Mais je ne regrette pas non plus. Et oui, parce que vous allez en France et vous atterrissez dans une PME. Oui, alors pas tout de suite. Donc j'arrive en France, c'est 91. Beaucoup de chômage, beaucoup de difficultés sur le marché. Alors je commence, moi je suis persuadée que c'est plutôt facile, je suis une battante. Donc j'ai gardé longtemps les lettres de refus. Ça faisait c'est quand même, je les ai gardées longtemps parce que c'est aussi, ça fait partie d'un parcours et ça apprend beaucoup de choses. Ouais. Alors, et là, je suis confrontée à un regard qui m'a jamais été opposé quand j'étais depuis toute petite. Il m'a été opposé dans d'autres domaines. Mais on me dit, mais vous êtes une femme. Et moi, jamais on m'avait dit, si, on m'avait dit, mais pas dans un contexte professionnel. Donc, dans le monde industriel, j'ai fait beaucoup d'entretiens dans le monde industriel et ils disaient, mais non, on ne va pas mettre une femme à la tête d'un... Vous avez un souvenir d'un recruteur qui vous dit ça? Oui. Ce recruteur, je lui avais répondu, mais pourquoi vous me faites perdre mon temps? Je m'appelle Mireille, il y a peu de risques que je sois un homme. Vous n'avez pas lu sur le CV, qu'est-ce qui se passe? Bon, mais finalement, là aussi, donc je me confronte à un regard par rapport à ma formation et mon genre que je n'avais pas vécu avant. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais que la France devait être... des années-lumière avancées par rapport à... La patrie de la liberté. Voilà, une patrie de la liberté, de l'égalité, femmes-hommes, il n'y a pas de différence. Et là, je commence à sentir ça. Mais ça a été de courte durée, puisque après, du coup... ça associé au fait que l'aéronautique était à cette époque-là pas le meilleur. Donc je fais une analyse moi-même du marché. Je me dis non, c'est peut-être pas le créneau à prendre à ce moment-là. Et donc du coup, je revois mes plans. Et puis j'atterris, oui, dans une toute petite structure. Et combien de personnes? Quand je suis rentrée, on était 4. Une start-up, une start-up, voilà, on peut dire que c'était une start-up. Qui faisait des projets d'ingénierie pour le Moyen-Orient. Donc, je peux parler anglais, français et arabe. Et donc, qui monte des projets de briques et de broc. Les projets ne sont pas de briques et de broc, c'est pour construire des sous-stations électriques. Donc, c'est quand même un peu sérieux. Mais au fait, c'est une courroie puis où on va acheter des équipements de différents fournisseurs qui se trouvent un peu partout dans le monde
monter la solution et puis après pouvoir la livrer dans le pays de destination. Donc j'ai travaillé pour l'Arabie Saoudite, qui n'est pas le pays. Bon, j'ai jamais pu y mettre les pieds parce que les femmes n'étaient pas, n'y sont pas autorisées. Pour le Liban, lors des reconstructions, il y a eu des bombardements qui ont détruit les sous-stations électriques, donc on a dû les refaire plusieurs fois. Donc c'est pour l'Égypte. Donc je suis à la fois un lien entre l'Occident et le Moyen-Orient dans le cadre de ce... Et vous faites ça pendant 6 ans? Je fais ça pendant 6 ans. Alors, pendant 6 ans, entre-temps, on était devenu une quinzaine au bureau parisien. On avait ouvert des bureaux au Liban, en Arabie Saoudite. Donc voilà, ça avait grandi. Et ça vous permettait du coup d'aller voir votre famille peut-être plus souvent? Pas tant que ça. C'est, je rentrais une fois par an pendant cette période-là. Mais c'était super intéressant parce que le côté multiculturel, je travaillais dans la journée, je travaillais avec des Allemands, des Italiens, des Américains, des Japonais, des Chinois, puis des Moyen-Orientaux. Il fallait que tout ça soit... Pas évident. Si, c'est passionnant. Je trouve que c'est passionnant. Et souvent à La Réunion, vu qu'on habite dans un coin du monde assez éloigné, il y a cette distance qui est créée avec la famille, avec les proches, avec là d'où on vient. Et vous, ça vous a... quelle a été votre... Alors, est-ce que vous vous êtes senti trop détaché? Est-ce que... Non, moi je suis citoyenne du monde. J'ai appris à le devenir. De par mon départ, je suis partie de par les liens que j'ai pu tisser tout au long de ma vie, et puis de par une famille. Les Libanais sont un peu partout dans le monde. Donc si je prends ma famille, il y a une personne. Donc nous sommes 5 enfants, 2 parents. Il y a une qui est au Liban et tout le reste est ailleurs. Donc on est aux 4 coins du monde. Donc que je sois à La Réunion ou ailleurs, c'est pareil. D'accord. Et les télécoms, ça aide. Ça fait bouger. Vous passez ensuite dans une société qui s'appelle AIF pendant 2 ans. Oui. Pendant 3 ans. Donc là, je quitte la première entreprise et j'ai envie de faire autre chose. Donc là, j'arrive dans un domaine aussi technique, contrôle technique. Donc, et là, c'était une entreprise franco-française. D'accord. Donc, qui avait envie de se développer à l'époque à l'international, au moins sur l'Europe. Mais c'était franco-français avec plutôt un tissu d'agence sur toute la France. Donc, ça m'a permis de découvrir la France cette fois-ci. Le fonctionnement central versus local. Donc là, je travaillais double fonction marketing et grand compte. Donc je travaillais des produits autour du contrôle technique, ce qui n'est pas évident parce que là, là, on n'est plus dans l'ingénierie. Mais même sur ma première expérience, quand j'ai évolué, je suis passée à beaucoup de négociations, ce qui était normal. Donc j'étais vraiment dans la négociation de gros deals dans ma première expérience, deuxième partie de ma première expérience. Et là aussi, ça revient. Donc, je dois développer, pour créer les produits, puis développer le business sur des grands comptes et sur des secteurs tels que le pétrolier, le nucléaire. Donc, je découvre aussi des secteurs que je ne connaissais pas, des pratiques et une réglementation, parce que c'est très réglementé, donc je découvre tout ça et c'est très intéressant. Sauf qu'au bout de 3 ans, le côté international me manque. Ouais.
Et là, vous dites, je vais repartir dans une start-up. Alors, oui, je fais un bref Qui s'appelle C'était les K2C. années 2000, donc fallait l'expérience. C'était à la mode. On pouvait pas passer à côté des startups. J'ai Donc, cherché sur Internet. ouais, K2C, elle n'existe plus. J'ai pas trouvé. ouais, elle n'existe plus. Et c'est ça la vie d'une startup. Ah oui, Elle n'est non. pas. On est d'accord. Donc là, j'atterris dans cette start-up, une start-up allemande qui est née d'un besoin d'un constructeur d'automobiles allemand. Donc, qui voulait autour de... Alors, c'est très compliqué d'expliquer le produit. Donc, c'est de la logistique de l'information. Donc, aujourd'hui, on ne l'appellerait pas comme ça. Aujourd'hui, si je prends, par exemple, C'est un knowledge l'intranet, manager. du push. Voilà, ça manage l'information, ça fait du push ou du pull d'informations, et puis ça customise. Donc, c'était précurseur comme approche. Ils avaient développé le produit pour un grand constructeur automobile en Allemagne. Et donc, ils voulaient... donc, c'était des Allemands. Ils cherchaient un relais sur le marché français, des gens qui connaissaient le marché français. Et ils voulaient se développer sur le marché français. Donc, je ne suis pas restée très longtemps, mais... En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire comment vous passez d'une société à l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez une opportunité pour aller dans l'une dans l'autre? C'est les contacts, c'est les gens que vous rencontrez? Non. Vous avez postulé? Il y a un moment, j'ai la bougeotte. Ouais. J'ai fait le tour. Ouais. J'ai envie de me projeter ailleurs. Et donc, je file madame et je cherche ailleurs. Ça, Ça, c'est Là, vous me avant. J'ai décrivez mûri depuis. Vous me décrivez la génération Y, là. Oui, je suis un peu génération Y. Et donc, après, par contre, la bougeotte, mais dans le même groupe pendant Ouais. un bon moment, Ouais. parce qu'en 2001, Mhm. vous intégrez le groupe Orange. Alors, déjà, vu que vous êtes encore chez Orange, ça peut être intéressant de savoir comment vous avez fait pour rentrer, pourquoi vous êtes intéressé à Orange, si c'était le cas. Alors, j'étais entourée de personnes qui travaillaient dans les télécoms. D'accord. Donc, bon, c'était pas... Je suis ingénieur mécanicien, et puis ça parlait, encore une fois, on remet ça dans le contexte, c'était les années 2000, 2001, donc les télécoms, Il n'y c'était avait le pas buzz eu le bug aussi. de l'an 2000, et donc c'était Oui, la on ruée vers avait le passé, je l'ai net. passé chez le contrôle technique, le bug de l'an 2000. Donc, y compris des amis proches, ma sœur travaillait dans ce secteur. Et donc, la start-up, je sens que ça flotte et que je suis pas... ça ne me correspond pas, le produit et la manière dont les choses sont en train de se faire. Donc, et là, une copine m'appelle, elle me dit, bon, bah, ça t'intéresserait, il y a un job... alors, ça s'appelait... Je suis rentrée via une filiale de Orange. Ouais. Et donc, elle me dit, il y a un job, ça t'intéresserait? Je dis, oui, je connais pas, donc oui, ça m'intéresse. Quand je connais pas, ça m'intéresse. D'accord. Et c'était quoi la relation avec votre amie, du coup? C'était une amie mon de amie travail était en mission chez eux. D'accord, une consultante. Et donc, consultante. Tout ça se passe à Paris, hein, depuis Oui, tout ça se passe à Paris. Ok. Avec beaucoup de voyages. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie dans les avions. D'accord. Dans mon premier job, j'étais quasiment beaucoup dans les avions. Le rêve. Je ne sais pas. Et donc, vous rentrez dans une filiale qui est devenue aujourd'hui Orange Business Service. Oui. En tant que Large Account Business Manager. Oui. Donc, vous occupiez des grands comptes, en fait. Oui, alors je m'occupe des grands comptes et donc et là je travaille c'est plus le côté commercial mais avec un côté technique parce que faut connaître les solutions techniques pour pouvoir les vendre. Donc là je suis pas encore au cœur des télécoms, je suis autour de tout ce qui est data, tout ce qui est solutions entreprises. Et donc, là aussi, je découvre des grands comptes qui ont... Alors, je connaissais les grands comptes parce que je leur avais vendu autre chose. Alors, les grands comptes à Paris, c'était CAC 40 du coup? Oui, okay. Les CAC 40, on est sur... Et donc, je commence cette expérience
dans un groupe qui... la filiale, la taille n'est pas le Orange d'aujourd'hui. Quand on est dans une filiale chez Orange, c'est pas pareil. Donc, ça me permet de découvrir les produits, le mode de fonctionnement. Ça me permet de découvrir les clients, les besoins. Donc voilà, c'est super intéressant. Moi, je suis toujours... partir du besoin de client, ça m'a toujours... On va le voir tout autour. C'est ce qui m'a... un peu toujours drivé mon parcours, ça, et puis la négociation. Dès qu'il y a de la négociation, ça... Et du coup, alors, c'était qui, 2 questions, qui était votre client le plus facile et qui était votre client le plus... rapidement, je suis devenue monoclient, parce que quand sur des comptes comme ça, on s'occupe d'un seul client. Donc, c'est Renault. Et il était... non, il n'était pas le facile. Chanteur, hein, Renault. Le constructeur de voitures. Mais par contre, c'est un des clients qui, dans son approche achat, m'a intriguée pour vous voir passer de l'autre côté de la table. Et donc, oui, parce qu'après, après je passe aux achats. Parce que pourquoi il vous a intrigué? Parce que leur approche des achats, ils étaient déjà structurés suivant une direction achat qui négocie, qui se repose avec sur des parties prenantes internes qui définissent le besoin. Et ça, c'est très contraignant pour quelqu'un qui vend. Parce que au fait, les objectifs des uns et les objectifs des autres, il faut vraiment comprendre quels sont les objectifs des achats, quels sont les objectifs des gens, des opérationnels, quels sont leurs besoins. Qui demandent l'acte d'achat. Voilà, et puis qui sont les décideurs. Donc tout ça, c'est super intéressant de comprendre le jeu d'acteurs et où se situe la décision dans tout ça. Et donc, sur des projets multinationaux qui se situent avec une partie au Brésil, une partie au Mexique, une partie à Paris. Donc ce jeu de rôle m'a toujours... là, ils ont suscité un intérêt chez moi par rapport à ce jeu de rôle. Je me suis dit peut-être que je passerai de l'autre côté pour comprendre, pour faire un 360. D'accord, ok. C'était pas parce que vous vous êtes dit à un moment donné, j'en ai marre que ce soit moi qui tape à la porte de l'acheteur. Non, pas tout à fait. Et donc vous devenez, vous passez au service achat, du coup, c'est ça? Alors oui, je passe au service achat. Et là, du coup, chez Orange. Chez France Télécom. France Télécom, c'était pas Orange encore. Donc chez France Télécom, le service achat qui se mettait, qui était en train de... Donc là, on est en 2004, si je me trompe pas, par là. 2004-2008, voilà, vous étiez 2004. Network Service Corporate Commodity Manager. Donc, au fait, c'est quelque chose qui est en cours de structuration. Les achats chez France Télécom ont démarré autour de 2001-2002. Donc là, je suis 2 ans plus tard. Ils sont en train de se structurer. Ils ont fait beaucoup de choses autour de ce qu'on appelle dans notre l'achat. C'est les CAPEX, hein, donc tout ce qui est équipement. Là, il commence à se dire il y a des opportunités autour des services. Ouais. Et donc, moi, j'arrive pour monter un peu les achats autour de tout ce qui est maintenance, tout ce qui est réparation, parce que nos réseaux sont... sont multi constructeurs, multi technologies. Donc, je travaille autour de ça. Et puis arrivent les premiers chez Orange, donc plein de filiales. Donc je suis aux achats groupes, donc je travaille avec les filiales. Hein, donc là, vous êtes à la Défense? Non, je suis à la Défense. J'étais juste avant. Et là, je suis les achats, c'est Arcueil-Montrouge. Donc je fais, ça bouge avec les mouvements, avec les déménagements. Donc là, ce qui était... je commence à entrer dans les business models des filiales. Donc, je commence à comprendre. Et là, c'est des filiales plutôt fixes et mobiles. Donc, je commence à découvrir le côté télécom, plus télécom opérateur du business. Et donc, ça continue lorsque on décide... Il y a une décision de regarder l'opportunité
d'outsourcer, d'externaliser la maintenance, les opérations réseau. Et donc, on commence par des filiales européennes. Et là, il n'y a rien. C'est une page blanche. On me donne une page blanche. D'ailleurs, on me dit, ça t'intéresse? Je dis oui. Je ne connais pas, donc ça m'intéresse. Encore une fois. Donc, tout est à construire. C'est ça qui est intéressant. Donc, je dis, OK, voilà, je vais avoir besoin d'équipe. Et puis, on est parti pour construire ça. Alors, juste pour faire le lien, juste avant de quitter les grands comptes, j'avais travaillé sur un des premiers deals d'outsourcing. D'accord. Mais côté vendeur. Et donc là, je passe de l'autre côté, mais ça m'avait donné quelques éléments. Je passe de l'autre côté et je me dis, bon, comment je structurais le truc. Et donc, on commence à structurer pour des filiales européennes. Donc voilà, une expérience très enrichissante, super enrichissante. Parce que là, quand on parle d'externalisation dans ce cadre-là, il y a un côté humain qui est très fort, hein, un côté, le côté je change, je ne vais plus opérer, donc un côté lâcher prise qui est super important, et donc un mindset, une transformation du mindset qui est essentielle. Et pour des opérateurs qui n'avaient jamais envisagé ce modèle. D'accord. Et donc, c'est beaucoup de travail avec les RH, avec le juridique, avec les techniques, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise pour essayer d'arriver à un modèle pour construire ce modèle-là et pour qu'en même temps, parce qu'au fait, c'est un modèle qui perturbe, parce que quand on fait ça, tout le monde se pose des questions. Et donc, en même temps, il y a une QS à garder vis-à-vis des clients et comment gérer les deux en parallèle. Quality Services, hein, c'est ça? Quality Services, qualité de service en français. Okay. Donc voilà, c'est plus... Et c'est quand même... moi, j'ai appris, en plus, multiculturel, parce qu'à l'époque... je travaille avec les Belges, je travaille avec les Hollandais pour commencer. Je suis persuadée que les Belges et les Hollandais, il n'y a pas plus... Enfin, ils sont très proches, donc Et je découvre les différences culturelles que ça peut avoir. Quand l'un dit oui, l'autre dit non, mais il faut qu'on converge vers une même... Donc, une aventure humaine juste formidable. D'accord. Donc là, c'était sur le... Et ensuite, vous passez donc Group Sourcing Transformation Director. Oui. Alors là, encore une fois, je commence à me dire, j'ai construit des choses, ça a fait... Donc sourcing, d'accord que là, c'est vraiment les achats. Hein. Donc, je commence à me dire, j'ai envie d'aller voir autre chose. Et donc là, j'ai envie d'aller vers de l'opérationnel, de faire autre chose. Et là, mon chef de l'époque me dit, Mireille, j'avais été identifiée quand j'avais fait les sujets d'outsourcing, étaient en visibilité maximale. Hein, donc, faut le dire. Donc, il me dit, quand vous dites visibilité maximale, ça veut dire au plus haut niveau de l'entreprise. Voilà, donc vous aviez pu être opéré à ce moment-là par... Oui. Par les dirigeants. Voilà. Mais là, donc j'ai un choix et puis il me dit je te propose pour que tu sois un peu mon bras droit pour travailler sur la transformation. Donc il y a des enjeux de transformation des achats et donc je te confie par exemple la communication, la gestion des compétences, etc. Au départ, je me dis je vais m'ennuyer moi dans un truc comme ça. Donc je dis OK, mais pas plus de 18 mois. Et donc je le fais pendant 18 mois. Là c'est très auto-centré, je suis moins en contact avec l'extérieur, je suis beaucoup plus en contact et focalisée sur l'intérieur, sur les compétences, aller trouver des écoles qui vont nous permettre de faire les meilleurs recrutements, accompagner... La marque employeur. Voilà, la marque employeur, faire que les achats soient primés, travailler sur le contrôle interne, sur les process, travailler sur la communication, comment
je communique en interne. Donc, j'avais les équipes de communication interne. Donc, voilà. Donc, je pense que c'était important parce que j'ai compris, là aussi, c'était un moment très important parce que ça m'a permis de découvrir France Télécom de l'intérieur. D'accord. Et ces modes de fonctionnement, que j'aurais les processus budgétaires, c'est à ce moment-là que je les découvre vraiment. Voilà, donc j'ai découvert, oui, la maison de l'intérieur. Donc je trouve que c'était instructif. Mes 18 mois à Mont-Sophie, donc j'ai voulu voilà, repartir sur autre chose. Et là, encore une fois, c'est long aux achats, mais chaque expérience a été singulière. Ouais. Et là, je prends la direction des achats et de la supply chain. Donc, j'élargis mon périmètre en termes de... pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Ouais. Donc, 20 pays au global. Des équipes dans les pays. Donc, j'ai des équipes centrales. Donc là, ça y est, vous pouvez reprendre un peu l'avion à ce moment-là. Ouais, là, je prends l'avion avec les décalages. Et puis, le côté multiculturel. Là aussi, on est persuadé que l'Afrique, c'est un pays, une culture. L'Afrique, on peut y mettre je ne sais plus combien la Chine, les États-Unis. C'est hyper grand, l'Afrique. Et chaque pays a ses particularités. À l'intérieur de chaque pays, on a... et puis le Moyen-Orient, je viens de là-bas. La Jordanie et l'Égypte, c'est deux endroits, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et avec des enjeux où il y a une gouvernance centrale, hein, donc il y a une gouvernance, des méthodes qu'on veut inculquer au pays. Et donc, on est typiquement dans le global versus local. Et donc, et avec les allers-retours. Hein, maintenant, le local veut faire ce qu'il veut faire, et puis le global voudrait qu'il fasse comme ça. Et donc, c'est beaucoup d'interactions, c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup essayer de comprendre, parce que pour pouvoir... moi, je suis convaincue que pour convaincre les gens, il faut comprendre leur enjeu. Et tant qu'on n'a pas compris leur enjeu, on peut pas avancer. Donc, il faut comprendre leurs enjeux. Et donc, là, ça me permet de découvrir pour chaque filiale, pour chaque CEO, pour chaque CTO, quels sont ces enjeux. Et donc, essayer de construire quelque chose avec les équipes locales au travers de ces enjeux, tout en ayant en tête que il y a une gouvernance et il faut qu'on rentre dedans. Mais c'est ça, c'est joindre les deux bouts et faire fédérer autour d'enjeux communs. Et c'est quoi l'ambiance du coup de travail entre vous et les CEO, CTO des différentes filiales africaines, Middle East et Asia? Ça peut être... c'est très variable, suivant les cultures. Et puis, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent pas. Voilà, il y a des gens qui disent oui, mais dès que je suis repartie, c'est comme si je ne suis pas passée. Donc voilà, c'est très différent. Mais ça permet... on apprend plein de choses. On apprend aussi sur la culture, sur le oui de certains qui veut dire un peut-être, sur le non de certains qui veut dire un peut-être, mais même pas dans tes rêves. Voilà. Donc, et puis là, c'est beaucoup d'observations, pour essayer de comprendre ces mécanismes qui sont invisibles quand on arrive et qui, au bout d'un moment, commencent des clés de lecture qu'on n'a pas au départ et qu'à fur et à mesure, on acquiert et qu'on développe. Et puis voilà. Et souvent les filiales dans les pays africains, en tout cas c'est ce que je sais parce que j'ai été à Maurice, elles sont parce que les télécoms c'est souvent une affaire aussi d'État. Donc souvent elles sont, avec des actionnariats. Des actionnariats d'État. Donc finalement, vous rencontrez des chefs d'État, des gens, des ministères. Je sais qu'à Maurice, par exemple, c'est le cas. Oui, il y a des actionnariats. J'ai dû présenter des projets devant des membres du board, notamment parce qu'une de mes dernières missions dans ce job, c'est... On a mis en commun, on a créé une filiale commune entre Orange et Deutsche Telekom pour faire les achats pour les deux groupes, et donc il s'appelle Bayin, et donc pour que Bayin puisse
puisse fonctionner, elle avait besoin d'avoir les mandats de l'ensemble des filiales pour qu'elle puisse faire les achats pour eux. Et donc là, une de mes dernières missions, c'est je pars avec mon bâton de pèlerin et il faut que je défende ça devant dans les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration, parce que les actionnariats sont différents. Et c'est pas parce que il s'appelle Orange que l'actionnaire minoritaire a son mot à dire. Donc Oui, bien sûr. il faut convaincre que ça apporte la valeur. Donc il faut expliquer la valeur ajoutée que ça peut apporter. Un actionnaire, c'est ça, ce dont il a besoin. Et quel pays vous a marqué le plus Chacun. C'est difficile de choisir un pays. Le Sénégal est marquant. Le Cameroun, je me souviens, descendu de l'avion, j'ai failli tomber dans les pommes tellement c'était humide et chaud. Ils sont tous accueillants à leur manière. J'ai plein de souvenirs de ces pays parce qu'on me les a donnés, soit on me les a offerts. Hein. C'était leur façon aussi de... L'Égypte m'a marqué parce que l'Égypte, c'est un pays qui, pour moi, culturellement, devrait être proche. Si la cinématographie arabe, c'est l'Égypte. Donc, l'Égyptien... C'est une langue qui parle à tous les pays qui parlent arabe. Et donc, ils sont très charmeurs. Et donc, mais c'est un des pays où j'ai eu les plus de difficultés à fonctionner avec eux parce que je pense par mégarde, parce que peut-être que j'ai considéré que j'étais en terrain acquis et je ne l'étais pas du tout. D'accord. Hein, D'accord. Et peut-être aussi le fait qu'on soit si bien accueillis, on a l'impression d'être en terrain. Oui, non, mais tout à fait. Mais donc ma question n'était pas anodine, parce qu'au final, après cette expérience, vous atterrissez dans un de ces pays. Oui. Vous atterrissez au Kenya. Oui. Alors, avant de venir chez nous. Oui, j'atterris au Kenya. Donc là, j'avais envie de prendre un poste opérationnel. Hein. Ça me trottait dans la tête depuis très longtemps. Et donc, il y a une opportunité qui se présente au Kenya. Chez Orange Mobile Money, c'est ça Non, c'est Orange Kenya. C'est Orange Télécom Kenya. Hein, ça D'accord. s'appelle Télécom Kenya, Orange, avec la marque. Mais ils opèrent sous la marque Orange à l'époque. Et donc, il y a des enjeux de transformation et puis de revente de cette filiale où on a des difficultés à opérer. J'ai ça. Donc, moi... Parce que là-bas, c'est plutôt MTEL qui est... c'est Safaricom. Safaricom, pardon. Il y a une dominance du marché par Safaricom. Donc, j'arrive au Kenya. J'y étais allée à 2 reprises dans mon poste précédent. Mais là, j'arrive dans un pays qui est très diversifié. Le Kenya, c'est 47, si je ne me trompe pas, ethnies différentes. Wow. Ouais. Donc, j'arrive, donc, j'ai 2 heures par la RH qui m'explique un peu les caractéristiques des différentes ethnies, D'accord. etc. Et puis après, maintenant, je suis roulée. roulée. Et donc, avec une particularité, une filiale où l'actionnariat de l'État est importante. Donc, avec beaucoup de relations avec l'État sur un marché dominé par Safaricom, hein, donc, qui détient 67% de parts de marché en volume et 80% de parts de marché en valeur. Et donc, il faut trouver des moyens de percer sur un marché comme ça. Donc, au départ, j'arrive pour m'occuper d'un projet fibre, hein, comme ça parle ici, d'un projet de fibrage des entreprises sur la capitale, hein, sur Nairobi. Et puis, très vite après, je prends le marché entreprise. Et puis, je dois assurer pendant presque 6 mois l'intérim de 2 CEO qui sont
donc une phase de transition entre deux CEO. Ouais, et vous avez de nouveau la bougeotte. À ce moment-là, j'ai pas la bougeotte. À ce moment-là, je découvre, je m'appuie sur les compétences, je m'appuie sur les équipes. Un contexte très difficile, mais passionnant parce qu'il y avait tous les ingrédients, un marché difficile, des équipes, un fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise qui est très particulier, des relations avec des institutionnels qui pèsent dans tout ce contexte. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et puis un pays magnifique. Donc dès que j'ai l'opportunité, je pars faire un safari le week-end et donc c'est quand même un pays magnifique, des gens magnifiques, hein, parce que les Kenyans c'est des gens très sympas qui ne parlent pas beaucoup, donc qui n'expriment pas beaucoup, donc c'est très difficile au départ de comprendre parce qu'ils n'expriment rien. Et donc, il ne s'exprime pas dans un collectif, il s'exprime individuellement, mais pas dans un collectif. D'accord. Et donc, tout ça, il faut l'intégrer à fur et à mesure. Donc, du test and learn, j'en ai fait beaucoup avec les équipes au Kenya, parce que je me disais, j'ai rien compris, je recommence, je vais tester une autre méthode. Donc, et c'était quasiment tous les matins. D'accord. J'étais un peu dans cette démarche. Et puis voilà. Donc, et puis l'expatriation, quand on est dans le Nairobi est une des villes africaines où il y a le plus d'expatriés, puisqu'il y a un hub des Nations Unies à Nairobi, et donc une communauté d'expatriés un environnement de vie, même s'il y a de l'insécurité, donc il y a plein de choses qu'on peut pas faire, c'est une somme de choses qui ont fait que j'en garde un souvenir. Et puis à la fin, dans la dernière ligne droite, la vente, et faire en sorte que la vente puisse se faire. Et donc j'ai quasiment annoncé mon départ quelques jours après que la vente ait été annoncée. Mission accomplished. Oui. Et vous saviez déjà que vous alliez à La Réunion alors? Oui, au moment où j'ai annoncé, oui, je savais que je venais à la Réunion. Alors, comment vous êtes tombé sur... Vous avez postulé à La Réunion Alors, on vous a dit, vous que vous savez monter les projets FIBRE, venez à La Réunion. Alors, comment je suis arrivée à La Réunion? Vous savez, la vente, quand la vente est sur les chapeaux de roue, je commence aussi, moi, je commence à regarder ce qui se fait ailleurs, quelles sont les opportunités. Et on me parle de La Réunion. Au départ, je me dis, je connais pas La Réunion. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais chercher. Et puis, au départ, je dis, mais c'est petit. Le Kenya, c'est 60 millions d'habitants. Enfin, c'est 40 millions d'habitants. Donc, même quand on a une part de marché qui n'est pas très grande, ça fait beaucoup de clients. Donc, je regarde ce qui se passe à La Réunion. Je dis, mais c'est petit. Donc au départ, je me dis non, c'est peut-être pas pour moi. Donc après, j'échange avec des personnes pour comprendre ce que c'est. Et donc, dont l'ancien directeur, à ce moment-là, je passe un coup de fil pour comprendre ce qui se passe à La Réunion qui pourrait me faire... C'était qui c'est Éric Bouquillon. D'accord. Il est parti à Mada après il est parti en Guinée-Bissau, puis il est décédé, donc maintenant une pensée à Éric et à sa famille. Donc il me communique une passion pour cet endroit. Quand je lui parle, il est au volant de sa voiture, mais la façon dont il parle, il y a quelque chose qui passe. Et donc, je me dis, ok, peut-être que ça mériterait que je m'y intéresse. Et ça se fait. Et Alors, vous vous souvenez de votre arrivée?
Alors, je suis arrivée une première fois, j'étais pas officiellement nommée pour faire Eric partait, moi je devais arriver, on n'allait pas se croiser, donc j'ai fait une première journée juste 2 jours où je suis passée pour un peu échanger avec lui. On n'avait pas eu l'occasion d'échanger. Donc oui, je me souviens du moment où j'ai atterri à Roland-Garros, des premières impressions. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, donc bien sûr. je m'attendais à une île un peu plus exotique, avec des routes qui ne sont pas toutes Des routes plates. cassées. Et là, il y avait c'était la France, donc donc il y avait cet aspect exotique, mais tout en n'étant pas exotique. Ouais. Et ce vert, ces couleurs alors la première fois que je suis venue, c'était en novembre. Et donc, oui, ces couleurs, ce bleu, ce vert, donc oui, je m'en souviens. D'accord. Et donc, là, vous êtes encore chez Orange. Et l'idée aussi, c'est de savoir qui est Mireille dans la vie un peu plus privée. Par exemple, dans tous ces voyages, vous avez été suivi par votre famille. Comment ça se... Ah oui, alors j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a choisi de me suivre. Bien entendu, on en parle avant. Donc, quand j'exprime la volonté de faire de l'opérationnel à l'international, c'est un projet de vie, entre autres, parce qu'au fait, et c'est un projet qui ne se fait pas tout seul dans ce coin. Et puis, on annonce à son conjoint, on part à l'autre bout du monde. Donc, c'est quelque chose qui était réfléchi. C'est mon conjoint est italien, donc et lui aussi, il était en France, il a vécu dans d'autres pays, donc je pense qu'il est un peu comme moi, on va dire. Et donc, quand on part au Kenya, il me suit sans hésitation, il laisse son boulot, et puis au Kenya, dans le monde d'expatriés, il était un des rares hommes à être, qui travaillait pas, et c'est moi qui travaillais. Et donc, quand on arrive ici, il fait la même chose, il me suit, et puis il s'occupe de moi, et j'en ai besoin parce que je sais pas comment je ferais sans. À quoi ressemblent les journées de Les Mireille journées sont elles sont longues, hein, mais je les vois pas passer. C'est une façon de les résumer. Il y a plein de sujets, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de temps passé à échanger sur des choses, peu de temps où je peux dépiler mes mails ou faire autre chose. Mais vous répondez, hein, j'atteste que... Oui, j'essaye. Donc voilà. Et puis le soir, quand je rentre, donc je pars. Une journée typique pour moi, je suis partie de la maison. J'ai fait un choix de vie d'habiter loin de là où je travaille, donc, et je l'assume, hein, et je le regrette pas. Je pars, il est 6h30. Ouais. Et je rentre, il est 20h passées. Donc, je rentre, le repas est prêt, hein, j'ai cette chance-là, on dîne. Et donc, je fais 3 choses à la fois. J'essaie de... Alors, je suis très série, donc je regarde des séries. Ah ouais, Netflix. Voilà, OCS aussi. Et donc... Oups. Désolé, c'est le réflexe qui parle. Et donc, pendant que je regarde une série, je suis en train de regarder les mails que j'ai pas pu voir dans la journée. J'essaie de rattraper mon retard, de me mettre à jour de toutes les informations, parce que j'ai besoin d'être à jour par rapport aux infos. Et donc, la fatigue, et je vais m'endormir devant. Et je vais faire engueuler, tu n'as rien suivi. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la série, Mireille? Je ne sais pas. Et alors, c'est une bonne question aussi, ça. Dans qui est Mireille Elou dans la vie privée, que fait-elle pour s'amuser? C'est ça la question. Que fait-elle pour s'amuser? Parce que vous travaillez beaucoup.
Ouais. Et qu'est-ce que vous faites pour vous évader, pour Alors, vous amuser, pour souffler? Pour souffler, alors dès que je peux, je pars, je voyage. J'adore Ouais. voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits, autrement que voyager pour le travail. Parce que ça, c'est une chose. Je peux compter beaucoup d'aéroports que j'ai visités, mais en dehors de l'aéroport, je ne connais pas. Ça reste grand-chose. des aéroports. Ça reste des aéroports. Donc oui, je voyage. J'essaie aussi de profiter pour retrouver ma famille, hein, parce que comme on n'est pas au même endroit et qu'ils sont aux quatre coins du monde. Donc, Ça vous fait visiter quelle ville du coup? alors mes parents sont aux États-Unis. Donc là, j'y vais la semaine prochaine, mais c'est pas pour les voir, c'est pour voir la sœur de mon conjoint qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc voilà. À Noël, j'ai été à Beyrouth c'est le moment où on se retrouve un peu tous. En septembre, j'étais allée voir ma sœur qui est à Beyrouth. Ça peut être Dubaï parce que j'ai La famille de Dubaï. de la famille. L'Italie parce qu'on a de la famille en Italie. Donc voilà, j'ai à peu près, mais j'ai de la famille un peu partout. Hein. Il y a Ça fait des sacrés trajets d'avion. Ouais, mais j'alterne. La famille, c'est bien, mais j'ai aussi besoin de moments où je découvre et donc je pars dans des pays pour découvrir. Et alors pour revenir, là c'est pour vraiment s'évader hors de la Réunion, mais quand je suis à La Réunion, alors comment je m'amuse, les week-ends c'est fait pour me reposer. Ouais, donc okay. Donc c'est là que je me ressource. Je lis beaucoup, je fais beaucoup de contemplation, j'ai une vue sur la mer et donc j'écoute de la musique. Je fais du sport, hein, mais c'est fait pour me ressourcer. C'est mes moments à moi où j'ai besoin de me ressourcer et être avec ma moitié parce que j'ai pas le temps de l'être autrement. Donc voilà. D'accord. Et donc dans le même type de questions, là on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Il y a quelques questions que je pose aux invités. Là j'en ai des nouvelles. J'ai fait une nouvelle série de questions juste pour vous. Je m'étais entraînée pour les anciennes, donc ça va pas marcher. Bah voilà, très bien. Il n'y aura pas de texte par cœur. Du coup, quel super pouvoir vous aimeriez pouvoir avoir? Voler, ouais. Tout simplement. Ouais, tout simplement. À vitesse normale ou Parce que pour voler jusqu'aux États-Unis. Non, pour pouvoir, oui, à vitesse normale, parce que ça permet de découvrir, de voir, avoir un autre point de vue, c'est super. Si demain matin vous pouviez vous réveiller n'importe où dans le monde, vous vous réveillerez où? Dans les bras de mon homme. Voilà. Ah, ça c'est une superbe dédicace. J'espère bien qu'il écoutera jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez pas peur? J'ai pas peur. J'ai appris à dompter la peur, donc j'ai pas peur. Vous feriez exactement. J'ai peur, mais je sais gérer la peur. C'est pas normal. Enfin, oui, j'ai peur, mais je sais gérer ma peur. Vous auriez peur de quoi? De perdre des gens à qui je tiens. D'accord, bon. Voilà. Là, c'est la question, d'habitude, c'est la question Billboard, mais je l'ai adaptée aux circonstances. Si vous pouviez envoyer un texto à tous les Réunionnais, il y aurait quoi d'écrit dans ce texto? Orange. Et si c'était Mireille? Si c'était pas la CEO de Orange? Vous avez de la chance. Ah, magnifique. Et donc, enfin, c'est un peu la tradition maintenant. Qui est-ce que vous aimeriez entendre dans The Little Big Show? Alors, j'ai pensé à 3 personnes. Ça, c'est l'âme de négociatrice. Voilà, on démarre avec 3 personnes, mais bon, il faut quand même finir avec une seule personne, Mireille. Si, il faut en choisir une. De préférence. Alors, il faut que je vous donne 3 personnes, sinon, si elles vous disent non. Ou ils vous disent non. Donnez-les-moi dans l'ordre, alors. Donc, Caroline Lopez,
qui Oui. travaille sur Story Enjoy. Je pense que vous devez... Je connais plus son Voilà. son mari. Oui. Emily Link Wang, qui est Epitech. Et Ouais, qui, Epitech, bien sûr, ouais, Epitech, super, que je c'est connais aussi, très voilà, bien, super. des parcours qui sont intéressants. Et puis plus pour une grande entreprise, Olivier Duhagon, qui est le nouveau patron d'EDF. D'accord, ben, Voilà. s'ils nous entendent, ils savent que grâce à vous, ils me feront pointer le bout de mon nez devant leur porte. Voilà, ben, l'épisode se termine, je vous remercie beaucoup. C'est passé vite, hein, je croyais. Bah que- oui, ça passe vite. un peu plus d'1 heure, Ouais. vous voyez, finalement. Et ben, merci beaucoup, Mireille. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.